À l'Université du Havre, mais en collaboration donc avec pas mal d'autres universités de partenaires, on travaille sur les effets de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens sur la faune sauvage. Nous, on est spécialisé plutôt sur des organismes aquatiques. Et le plus gros de notre effort a été fait dans le cadre d'un projet européen. Nos études ont révélé, on n'est pas les seuls à montrer évidemment cela, que nos environnements aquatiques, c'est-à-dire l'eau, les sédiments, mais aussi les êtres vivants qui vivent dans ces milieux, sont contaminés par des composés à activité perturbateurs endocriniens. Ça, c'est la première information. Il y a énormément, peut-être pratiquement tous, en tout cas au moins pour nos milieux d'eau douce, de milieux contaminés. Et c'est aussi vrai pour une partie au moins de nos milieux estuariens et côtiers. La deuxième question auquel on essaye de répondre, c'est ces contaminants-là, quels effets ils ont? Les modifications les plus importantes, certainement les plus connues, sont l'apparition de populations qu'on dit intersexuées. Tout le monde sait effectivement sur les animaux reconnaître, en tout cas c'est pas très difficile de reconnaître des mâles et des femelles, surtout quand on fait une analyse histologique comme nous, mais l'histologie nous révèle, nous, que pour beaucoup de poissons, on a notamment des mâles qu'on dit intersexués parce que quand on fait une coupe de testicules, on trouve en plus des cellules mâles des cellules femelles, c'est-à-dire qu'ils sont en train de produire des ovocytes. Et donc ça les qualifie d'intersexués. On étudie ça beaucoup sur les gardons, mais l'information qui est importante au niveau aussi des populations, c'est que même si nous on a un modèle d'étude qui est le gardon, parce qu'on a des outils qui nous permettent d'étudier particulièrement cette espèce, eh bien, nos pêches révèlent qu'en fait, cette perturbation, elle est assez générale. C'est-à-dire qu'un très grand nombre d'espèces qu'on a pu identifier et couper, analyser par histologie, montrent ce type de perturbation à des niveaux plus ou moins importants. Mais ça veut dire qu'on a une perturbation et un mécanisme de perturbation qui est capable d'affecter un grand nombre d'espèces. Il est difficile de conclure sur l'effet sur les populations pour nous, parce que nous, on ne regarde que quelques individus, on conduit beaucoup d'études au niveau moléculaire. Il y a un indice qui est assez intéressant, qui n'est pas totalement transposable, parce que ce n'est pas les mêmes milieux. Il y a eu une étude au Canada où ils ont contaminé volontairement un grand lac pour faire une étude grandeur nature sur des cyprinidés, donc des poissons notamment assez proches des nôtres. Et ils ont obtenu des réponses qui sont très similaires aux nôtres en termes d'effets. C'est-à-dire ils ont eu à peu près les mêmes taux de vitellogénine induite dans le sang de leurs poissons et puis les mêmes taux d'individus intersexués. Et chez eux, la population, dans ce milieu fermé, donc ils ne pouvaient pas avoir d'apport externe, s'est éteinte en 7 ans. Voilà. On sent bien qu'il y a une attente. Il y a une attente du public. Et pour moi, en tant qu'enseignant-chercheur, c'est normal d'aller essayer de diffuser cette information. Donc évidemment, très souvent, d'abord auprès de nos étudiants et des étudiants de différentes universités ou d'autres écoles. Donc non, cette démarche est assez naturelle. Pour moi, je pense qu'elle est essentielle. Je veux dire que ça nous fait faire un effort d'ailleurs sur la façon dont on réfléchit le problème et on le divulgue, on le donne aux gens aussi, parce que c'est à la fin, c'est eux qui doivent décider.